L'affaire Messili a connu de multiples péripéties judiciaires grâce à l'infatigable volonté de la veuve de maître Messili, qui ne s'est jamais résignée. Et malgré l'inertie de la justice. Et l'obstruction systématique des autorités algériennes. En 2001, se produit pourtant une avancée considérable. Hichem Aboud, un transfuge de la sécurité militaire algérienne, affirme que l'ordre de liquider Messili a été donné au plus haut niveau de l'État. Et il livre le nom de l'homme chargé d'organiser l'assassinat. Un certain capitaine Rachid Hassani, un officier qu'il connaît parfaitement puisqu'ils sont tous deux originaires du même village. Oui, un témoignage crédible. Oui, Aboud a été chef de cabinet du patron de la redoutable sécurité militaire qui s'appelle aujourd'hui le DRS, département de la recherche et de la sécurité. Ouais, donc ce type était bien informé. Et 2 ans plus tard, son récit est corroboré par un autre officier de l'ASM qui lui aussi a fui son pays, le colonel Samraoui. Ce dernier ajoute que le capitaine Mohamed Zian Hassani a remis 800 000 francs au tueur. Attendez là, le premier transfuge a parlé d'un Rachid Hassani, hein, et non pas de Mohamed Zian. Vous avez raison de soulever ce point car il fait débat aujourd'hui. N'empêche que dans les 2 déclarations, le patronyme est pratiquement le même. Hassani ou Hassani. C'est quand même pas tout à fait pareil, hein. Et les avocats vont jouer de cette éventuelle confusion. Mais allons plus loin. Fin 2007, sur la foi de ces 2 témoignages, le nouveau juge d'instruction Baudouin Touvenot annonce son intention de délivrer un mandat d'arrêt contre Mohamed Zian Hassani et l'homme de main qui a perpétré l'assassinat. Un proxénète, hein, si je me souviens bien. Oui, un nommé Amilou, qui a depuis longtemps trouvé refuge en Algérie. Mais on reparlera de lui. Assez curieusement, le procureur de la République estime que la délivrance de ces mandats d'arrêt ne s'impose pas. Ah oui. Toujours la volonté d'étouffer l'affaire? Écoutez, je n'en sais rien, il faudra aller poser la question à ce magistrat. En tout cas, le juge d'instruction ne tient pas compte de l'avis du procureur. Et c'est ainsi qu'au beau milieu du mois d'août dernier, Mohamed Zian Hassani, responsable du protocole de l'État algérien, est arrêté dès qu'il met le pied sur le sol français. Depuis, il a été remis en liberté, hein? C'est exact. Il est soumis à un contrôle judiciaire. Elle n'a pas le droit de quitter le territoire français. Mais je vous promets que nous allons revenir sur le sort de cet homme. Auparavant, remontons dans le temps et intéressons-nous d'abord à la personnalité d'Ali André Messili. À l'époque de la guerre d'Algérie, le jeune Algérien a une vingtaine d'années. Il est donc appelé à effectuer son service militaire. Dans l'armée française. Bien entendu. Il est partisan de l'indépendance. Alors, il doit choisir. Ou bien il prend le maquis ou il s'exile. C'est la deuxième solution qui est à sa faveur. Il passe en Italie et de là, il rejoint l'armée des frontières. C'est l'armée du GPRA, gouvernement provisoire algérien, regroupé en Tunisie. Hein. Là, le jeune étudiant en droit est très vite remarqué. Il est incorporé dans un organisme qui s'intitule le ministère de l'Armement et des Liaisons Générales, et qui est en fait le service de renseignement du gouvernement provisoire algérien. Lorsque vient l'indépendance en 1962, les premières batailles pour le pouvoir déjà latentes éclatent au grand jour. Ouais, les événements assez dramatiques de l'été 62. En effet. Je résume. D'un côté, il y a l'état-major général, de l'autre, il y a le bureau politique du GPRA. Et le sang va couler. La confrontation est même tellement grave que le peuple d'Alger descend dans la rue en criant « 7 ans, ça suffit ». Ouais. Et Messili, alors, dans tout cela? Le jeune homme ne supporte pas ces luttes fratricides et refuse d'y participer. Il ne tarde pas à déserter. Un peu plus tard, comprenant que c'est l'armée qui a en réalité pris le pouvoir... malgré les apparences, elle n'a toujours pas quitté. Hein. C'est vrai. Donc Ali Messili rejoint Haït Ahmed qui résiste au pouvoir dans son fief kabyle. Mais en 1964, le jeune homme est arrêté. Il parvient toutefois miraculeusement à s'enfuir en France. Quelle est alors sa situation vis-à-vis de la France, justement? Bon. Ali André Messili, né de parents naturalisés français, donc français. Chez nous, il termine ses études de droit et devient avocat. Et il rompt avec ses anciennes activités? Si vous voulez parler du renseignement, oui. Par contre, Messili ne renonce pas à s'occuper de politique algérienne. Donc même en exil? Vous savez, l'exil, c'est le lot de tous les opposants au régime. Et justement, il est resté très proche d'Haït Ahmed, qui a lui-même trouvé refuge en Suisse après s'être évadé. Une parenthèse avant de revenir à ses activités politiques. Messili a fondé une association qui vient en aide aux pauvres et aux démunis. Et cet homme juste ne refuse jamais de plaider pour un type en difficulté, gratuitement souvent. Mais revenons sur ces activités politiques-là, car j'imagine qu'elles doivent avoir un rapport avec son assassinat. Évidemment. Messili se bat pour une Algérie démocratique. Et son ambition est de parvenir à fédérer les opposants au régime de Chadi. Et en 1986... Un an avant sa mort, donc. Oui. Ouais. Il réussit une sorte d'exploit.
la réconciliation entre deux exilés prestigieux, Ben Bella et Haït Ahmed. C'est d'autant plus méritoire que les deux hommes se sont longtemps combattus et qu'ils ont des idées parfaitement divergentes. Oui, Haït Ahmed est un laïc. Tandis que Ben Bella est déjà tenté par l'islamisme. Mais Messili a su convaincre les deux leaders que seule l'union de l'opposition permettra de venir à bout d'un régime antidémocratique et corrompu. Et pour sceller cette réconciliation, l'avocat prend la direction d'un journal, Libre Algérie, où pourront s'exprimer tous les opposants. Comment réagit-on à Alger On fait la grimace. Autrefois, à l'ère boumédienne, on envoyait des tueurs pour se débarrasser des opposants isolés. Aujourd'hui, il paraît plus difficile d'éliminer tous ces gens unis. Mais c'est Messili qui cristallise la haine du régime algérien. Pourquoi? Parce que il est le vrai responsable de cette unification? Oui, incontestablement. Mais aussi parce qu'on le soupçonne d'avoir un réseau d'informateurs au sein même de la nomenclatura algérienne. Et sans déflorer la suite de mon récit, je peux vous dire que c'est là l'un des secrets de l'affaire Messili. Ouais, bon, on va y venir. Alors, à Alger, on décide de liquider physiquement l'avocat. Ah, pas tout de suite. Pour le faire taire, les gens de la sécurité militaire algérienne utilisent d'abord la menace. Ouais, mais de quelle façon? Classique, les coups de téléphone se multiplient à son cabinet, le correspondant est toujours anonyme, mais le message, lui, est clair. Si Messili ne renonce pas à son activité politique, il sera abattu. Réaction de l'avocat? André Messili n'est pas homme à céder. Pourtant, à l'évidence, ses avertissements le minent. Ainsi, dans la semaine qui a précédé sa mort, l'avocat semble déprimé. Il sent que le danger se rapproche et a même du mal à se concentrer sur son travail. Quelques jours plus tôt, en effet, sa secrétaire a découvert un message sur le répondeur du cabinet. Fin mars, ce sera fini pour toi. Donc il prend au sérieux ses menaces. Naturellement, il est bien placé pour savoir que ses adversaires sont redoutables. Prend-il des précautions Lorsqu'il se déplace dans Paris, il est vigilant. À plusieurs reprises, il a eu l'impression qu'on le filait. Et il envisage de recruter 2 gardes du corps, des militants de son mouvement. L'un d'eux est un colosse, Khaled Dabal. Qui est-ce? Un militant benbelliste. L'avocat a assuré sa défense lorsqu'il a été inculpé par la justice française à cause de ses activités politiques. Et justement, Dabal va bientôt sortir de prison. Malheureusement, ce sera trop tard pour Messili. Les tueurs vont frapper avant. Alors venons-en maintenant aux circonstances de l'assassinat. Le 7 avril 1987 semble un jour comme les autres pour André Messili. Le matin, en compagnie de sa femme, il accompagne ses 2 jeunes enfants à l'école. Puis il se rend à son cabinet, boulevard Saint-Germain, près du carrefour de l'Odéon. Beaucoup de clients l'attendent. Des sans-papiers d'abord, mais aussi des politiques, des familles de détenus en Algérie ou en Iran, par exemple. La routine, donc. Oui, à l'heure du déjeuner, l'avocat se rend dans une brasserie voisine et en profite pour rencontrer des militants du mouvement d'Haït Ahmed. L'après-midi, il plaide et regagne son cabinet. De nombreux rendez-vous l'attendent encore. Mais rien qui puisse l'inquiéter, encore plus que les menaces qu'il a déjà reçues. Si, dans la soirée, le téléphone sonne. C'est un nouvel appel anonyme. Inquiétant, donc. Et comment interpréter là, ce coup de téléphone qui risque de rendre Messili encore plus méfiant? Écoutez, je ne sais pas exactement, mais on peut supposer que les tueurs étaient aux aguets et qu'ils voulaient simplement s'assurer de la présence de l'avocat à son cabinet. Mais ça n'est qu'une hypothèse, car j'ai aussi pensé à autre chose. Expliquez-moi alors. Messili pouvait avoir aussi de bons amis très bien informés qui étaient dans l'impossibilité de se découvrir, mais qui voulaient simplement l'avertir des risques imminents qui pesaient sur sa vie. Il s'agirait là de ces informateurs très bien placés dans la nomenclatura algérienne? C'est possible, mais je continue. Messili se dispose à rentrer chez lui dans le haut du boulevard Saint-Michel lorsqu'une visiteuse se présente. C'est une amie et une cliente, Christine. L'avocat a oublié qu'ils avaient rendez-vous. Mais il la reçoit quand même? Tout à fait. Et après avoir bavardé quelques instants, ils vont prendre un verre dans un café du quartier. Alors, quelle heure, là? Bientôt 22 heures. Et il fait nuit depuis longtemps. Messili a prévenu son épouse qui sera en retard? Bien évidemment. Et d'ailleurs, après ce verre, Messili décide de rentrer. Christine propose de l'accompagner jusqu'au pied de son immeuble. J'imagine qu'ils vont marcher. Oui, ça représente une petite balade d'un quart d'heure, 20 minutes. C'est quand même pas très prudent pour un homme qui se sent menacé, parce qu'il fait nuit, m'avez-vous dit. C'est exact. Mais l'avocat doit penser qu'on n'osera pas l'attaquer dans un quartier aussi fréquenté. Encore que le soir, le haut du boulevard Saint-Michel, à la hauteur du Luxembourg, ne soit pas très très passant. Sans doute. Vous savez, quand on vit sous une menace permanente, il y a des moments où on a envie de défier les événements. Mais donc de défier la mort. Peut-être. Donc,
L'avocat et son ami remontent le boulevard Saint-Michel. Et ils continuent à bavarder tranquillement. Rien de suspect. Jusque devant le domicile de Messili, non. Les deux amis se disent au revoir et se séparent. Christine s'apprête à traverser le boulevard pour gagner l'arrêt d'autobus. Et soudain, elle se retourne. Mais pourquoi? Encore une fois, je n'en sais rien. Un pressentiment, peut-être. L'intuition d'une présence humaine. Ah bon. Et que voit-elle en se retournant? Un homme, parapluie à la main, qui s'engouffre dans la porte de l'immeuble, juste derrière l'avocat. Et que pense-t-elle à ce moment-là? Il doit se dire que l'homme a oublié sa clé et profite du passage de Messili pour entrer dans le bâtiment. Oui, c'est logique. Donc elle ne s'inquiète pas. Pas réellement, non. Et que se passe-t-il ensuite, hein? La jeune femme reprend sa marche et presque aussitôt elle entend un bruit étrange. Quoi exactement? Mais comme un bruit de verre brisé. Bon, alors, que fait-elle? Intriguée, elle fait demi-tour. Et là, elle voit l'homme au parapluie sortir calmement de l'immeuble. L'individu, sans se presser, passe devant elle, lui sourit et prend la direction de la rue Soufflot. Nous descendons que le boulevard. Oui. Hein? Mais Christine, je vous l'ai dit, est intriguée. Pourquoi cet homme est-il ressorti de l'immeuble aussitôt après y être entré? Et ce bruit de verre cassé. Ouais, donc elle essaie de comprendre. Et elle regarde à l'intérieur du hall. La porte d'entrée est en effet vitrée dans sa partie supérieure. Et c'est là qu'elle découvre un corps appuyé contre la porte de la loge de la concierge. Ouais, celui de Messili. Bien sûr. L'avocat, en tombant, a brisé la fenêtre de la loge. Ouais, d'où le bruit. Oui, Christine tambourine à la porte, la concierge ouvre, la jeune femme se précipite, mais elle ne peut que constater que son ami est mort, vraisemblablement tué par une arme à feu. L'autopsie le confirmera. André Messili a reçu 3 balles de 7,65 dans la tête. Le témoignage de cette Christine va donc être capital parce que l'homme au parapluie est sans nul doute l'assassin. Évidemment. Et la jeune femme sera capable de donner une description très précise de cet individu qu'elle a vu à 2 reprises. Un type d'une trentaine d'années, plutôt beau gosse, type européen, cheveux courts et châtains, mesurant à peu près 1,70 m. À noter que ce témoignage va être aussitôt corroboré par un autre. De qui s'agit-il? C'est un chauffeur de taxi. Dans les jours qui suivent, il a lu dans le journal un article sur la mort de l'avocat et il a fait le rapport avec un client qu'il a chargé le soir de l'assassinat en bas du boulevard Saint-Michel, à peu près une demi-heure après les faits. Et ça colle avec la description faite par Christine? Tout à fait. Il dit même que le type qui semblait surexcité n'a pas arrêté de parler pendant tout le trajet jusqu'à la rue du Faubourg du Temple où il l'a déposé. Et de quoi parlait ce bavard? De femmes. Et plus spécifiquement de femmes arabes, pour lesquelles l'homme semblait avoir une inclinaison certaine. Dis-moi,